Bon, bienvenue sur le podcast, Alex. Salut Tom. On est dans un super cadre pour donner un peu de contexte. On est en freelance travel avec Nolwenn, qui passe aussi sur le podcast. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après toi, mais à un moment donné, vos routes se croiseront dans mon podcast aussi. Je suis très content d'échanger avec toi. On a beaucoup parlé de pas mal de choses cette semaine au niveau pro, mais aussi au niveau perso. Mais du coup, on va se lancer dans la première question rituelle du podcast, c'est comment et pourquoi tu es devenu freelance? Et ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé tous. Moi, ça fait 6 ans que je suis free. Et ce qui m'a intéressé dans nos discussions à tous, c'est que finalement, je remarque aujourd'hui, c'est un réflexe qu'on peut avoir finalement dès la fin de ses études. C'est une possibilité qui est envisagée tout de suite. Elle l'était moins à mon époque. Moi, je suis un petit peu plus vieux que la moyenne des gens ici. Et globalement, un peu plus vieux que les freelances qui sont sur le marché. Alors évidemment, il y en a quand même toute une génération qui a autour de la quarantaine, mais globalement, cette solution du freelance, c'était plus difficile à envisager à mon époque, surtout quand je suis sorti de mes études, autour de 25 ans, où là, pour moi, le statut de salarié était une évidence. Parce que c'était comme ça. Ouais. Et j'avais évidemment comme fantasme d'intégrer des belles agences et de faire une belle carrière. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait en partie, oui. Alors avec, peut toujours être modeste. Non, j'ai pas eu le parcours des stars de la pub, mais en tout cas, j'avais comme souhait, comme rêve d'intégrer des grandes enseignes, des grandes agences comme Havas ou Publicis pour citer les plus connus. Et en tout cas, en tant que salarié. J'envisageais pas du tout le freelance. Pour resituer, on est donc en 2005. Et c'est vraiment une option qui est inexistante. Et c'est finalement après une dizaine d'années de salariés où, au cours de mes différentes expériences et agences, j'ai pris en responsabilité, j'ai pris en expérience, et ça m'a permis finalement d'accéder à ce qui était un peu un rêve quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier, c'était intégrer ces grandes agences et un petit peu le star system de la pub qui me faisait rêver et que j'ai découvert finalement comme quand on est dedans, beaucoup moins intéressant et beaucoup moins... Je valide pour avoir fait 2 ans aussi. Ouais. J'adore ce monde-là et en même temps, forcément, il y a tous les inconvénients qui vont avec et j'aime bien dire qu'en fonction de ton statut ou ce que tu fais, tu choisis toujours un couple d'avantages et inconvénients. Et moi, les inconvénients de l'agence m'allaient plus, en fait. Complètement, ouais. Et du coup, tu suis tout ça. À un moment, tu arrives au poste de directeur de création. C'est ça. Donc, après avoir passé plusieurs étapes, qui sont un peu les étapes classiques du graphiste, moi, j'ai fait une école d'art, donc j'ai été tout de suite vocation créative. Donc, je voulais m'éloigner des travaux qui soient trop près de l'exé, qui soient trop près de la technique. Donc du graphisme et la direction artistique, et puis un premier poste de directeur de création. Et suite à ça, et à ma dernière agence qui était ma dernière expérience qui était chez Publicis, j'ai eu l'impression d'arriver au bout de quelque chose. Déjà, j'ai toujours eu des problèmes avec la hiérarchie. J'avais la conviction de jamais être d'accord avec mes responsables. Et finalement, d'avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Et ce qui me faisait rêver était teinté de pas mal de moments finalement frustrants, agaçants, et j'ai saisi une opportunité qui m'a été offerte dans ma dernière expérience, qui n'a pas été la meilleure chez Publicis, où j'ai pu avoir tout simplement une rupture conventionnelle. Moi, j'ai l'impression, pour en avoir beaucoup parlé, que le contexte administratif, quand on a été salarié longtemps en tout cas, le contexte quand je dis administratif, c'est le contexte lié à la nature d'une rupture de contrat. Ouais. Tout simplement déclenche la possibilité de se lancer en free. Pourquoi ? Parce qu'elle est financière. Quand on est freelance, on part avec rien. Quand on a 20 ans, 25 ans, c'est quelque chose qui peut-être n'est pas effrayant. Moi, j'en avais presque 35. Ouais. Donc évidemment, l'équation n'était pas la même.
sans avoir de charge de famille. J'avais quand même des charges de vie forcément un peu plus élevées. Quand on prend de l'âge, ça fait aussi partie du quotidien. Et je ne me voyais pas sacrifier ce confort matériel sans un minimum de sécurité. Ouais. Donc en fait, c'est l'opportunité d'une rupture conventionnelle. En plus, j'avais un bon salaire en quittant Publicis qui m'a finalement permis de me lancer. Je me suis dit, j'y vais avec la sécurité d'un chômage. Ouais. Et si ça marche pas, j'ai quand même de quoi payer mon loyer et continuer à vivre. Donc c'est finalement la jonction de ces deux éléments, la volonté de quitter le salariat. J'avais la sensation d'être arrivé au bout, d'avoir réalisé ce que j'avais toujours souhaité, intégrer une belle agence, avoir des postes à responsabilité. Et la conjonction avec cette opportunité qui m'était offerte de me lancer avec finalement un minimum de revenus. Et le troisième aspect qui n'est pas négligeable, je pense qu'il est important pour tous, c'est tout simplement l'entourage. J'avais autour de moi quelques amis qui avaient fait le saut. Et puis je les voyais satisfaits. Je voyais que le boulot semblait tomber facilement. Et j'avais quand même senti que le monde était déjà un peu en train de changer. Bon, j'ai pas non plus, je suis pas un dinosaure, hein, mais je pense qu'on a tous constaté que le freelance, le mode de vie, le statut de freelance a explosé depuis ces dernières années. Ouais, complètement. En France, plus globalement en Europe. Chez les anglo-saxons, c'est différent. Je crois avoir vu que les Américains, c'est un tiers de l'activité. Ouais, c'est depuis longtemps là-bas que le freelancing, il est beaucoup plus dans les habitudes de travail des gens, en fait. Je pense que c'est même des plans de carrière que les gens se donnent de plus en plus tôt, même pendant les études. Et du coup, moi, c'était pas du tout le cas à l'école, en fait. On nous coachait sur nos entretiens, on nous montrait la carrière en CDI qu'on pourrait avoir. J'étais à Dauphine en plus, du coup, c'était très orienté grand groupe. Moi, j'ai fait mon alternance en agence, donc forcément, moi, je pensais plus agence. Mais effectivement, l'indépendance, c'est pas un truc qu'on nous présentait en mode tu peux être freelance en fait, et ça peut très bien marcher. Et on faisait pas venir de freelance, les intervenants c'était pas des indépendants et ils nous montraient pas ça du tout. Ouais, en fait, il y a aussi ce constat que c'est des volontés, je pense, étatiques. Tu sais, quand on va prendre le succès de l'auto-entreprise, c'est la création d'un statut qui a créé des vocations, qui a créé des possibilités. C'est vrai, et c'est quand même fou d'imaginer que c'est l'État, à travers les dispositifs, qu'ils soient financiers, fiscaux, administratifs, tout ce qui est lié à l'entreprise, à la création d'entreprise, c'est aussi un environnement qui aide ou pas, parce que chacun se lance dans sa propre activité. Peut-être que auparavant, c'était plus compliqué, les statuts étaient plus complexes. Ça doit jouer, c'est dans le IRL et compagnie, c'était sans doute plus délicat. Et je pense qu'il y a aussi un facteur de... Forcément, aujourd'hui, avec tous les canaux de communication qu'on a, ce podcast, on est derrière la preuve, les gens prennent plus la parole. Parce que le freelancing, en fait, c'est vieux, hein, c'est pas un nouveau truc. Les photographes ont toujours été indépendants. Il y a plein de professions qui ont toujours été très indépendants, genre les pigistes, les journalistes, par exemple, etc. Mais les gens ne parlaient pas de ce quotidien-là. Et je pense que ce qui a commencé à faire le switch, c'est quand d'autres professions, qui à la base n'étaient pas forcément des professions indépendantes, ont commencé à se dire « Ah bah tiens, mais moi aussi, je pourrais faire ça tout seul plutôt et me vendre mon temps ou des prestations plutôt que d'être salarié et de bosser toujours au même endroit. » Je pense que le télétravail et le remote a commencé à déclencher ça aussi. Ah bah c'est clair que la possibilité qu'offrait Internet à l'époque, ouais, c'est clair. Bah voilà. Et du coup, je pense qu'effectivement, mais l'État, c'est clair, ça joue un rôle. Chaque fois, il facilite les choses. Notre cher président, Monsieur Macron, a sûrement aussi un avis là-dessus. Bah, en tout cas, peu importe ce qu'on en pense. Pas en politique. Mais et du coup, toi, je pense que, enfin, et tu me diras si je me trompe pas. Après 10 ans en agence, plus de 10 ans en agence, quand tu te lances en freelance, tu dois pas avoir la même démarche que quelqu'un qui se lance à la fin de ses études. C'était quoi ta démarche du coup, genre le premier jour que tu te lances, comment tu t'y prends au départ? La grosse différence, au-delà d'appréhender le statut et ses contraintes financières ou administratives, c'était d'aborder la création un peu différemment. Quand j'ai démarré en tant que salarié, j'étais attaché à ma création. Ouais. Je sortais de l'école, j'avais eu un apprentissage où on m'avait appris à défendre mes idées, à protéger ce que je faisais, à avoir une patte. Et du coup, j'étais viscéralement attaché à tout ce que je pouvais faire. J'avais du mal à lâcher. C'était
un conflit perpétuel avec mes responsables pour faire passer mes idées et ne pas les travestir pour satisfaire tel ou tel client. Qui ne comprend pas l'art ou la création. Et puis, en fait, très justement, qui passe une commande et qui a envie de faire... Alors, certains accordent plus ou moins de crédit aux agences et aux créatifs, donc c'est essentiel, ça. Hein. Les clients ne sont pas à même de le faire eux-mêmes, donc il faut qu'ils fassent confiance aux agences et aux créas, mais quand on est salarié, au bout de la chaîne, néanmoins, on doit, nous aussi, se plier à ces règles, à celle, tout simplement, de séduire le client, l'annonceur. Et en fait, après 10 ans, je me suis détaché de ça. J'avais vraiment la conviction que l'important en tant que free, c'était de trouver des clients, de réussir à répondre à leurs demandes au mieux et me faire payer pour cela. Et évidemment, vu que mon travail et tout simplement l'activité que j'allais en tirer était directement liée à ça, à la satisfaction de mes clients, il était important de changer et de s'éloigner de cet attachement, voilà, de me détacher de la créa pour me dire je dois satisfaire mes clients pour développer mon business. C'est intéressant comme approche puisque ça place ce qui, je pense, n'est pas forcément le cas pour la plupart des profils créatifs, comme tu disais tout à l'heure, de placer ta création comme le voir comme un produit, en fait. Plus que de la création, le voir comme un produit ou un service qui répond vraiment à des demandes. Je suis en train de me demander si c'est peut-être pas ça, le fait qu'on voit trop la création comme quelque chose de sacré, qui fait que beaucoup de profils artistiques ont du mal ou n'aiment pas se vendre. Je pense que ça peut être un critère qui joue là-dedans. C'est intéressant comme approche, ça change de... J'ai l'impression que les écoles participent à ça en plus. Et puis, c'est aussi normal, quand on fait ces métiers, on a la sensation que c'est lié à soi, que c'est tout à fait personnel. On en oublie que c'est de l'art appliqué. Et que derrière, il y a des commandes, que c'est des clients, que s'il n'y avait pas ça, de toute façon, ces métiers n'existeraient pas. Et que la grande différence, moi, j'ai fait dans ma scolarité en partie l'EPSA, c'est une école parisienne qui forme aux arts appliqués, mais qui a la particularité, c'est une école publique, d'accueillir dans ma promo, en tout cas, il y avait vraiment de vrais talents de la peinture et du dessin, et certains, aujourd'hui, font des carrières complètement éloignées de l'art appliqué. C'est des plasticiens, c'est des peintres. Des artistes, quoi. Des artistes, pour le coup, eux sont vraiment des artistes. Et là, la démarche, elle est complètement différente. Alors, évidemment, il faut pouvoir trouver des mécènes et réussir à se vendre, mais on distingue bien là, tout le gap qu'il peut y avoir entre un graphiste, quel qu'il soit, DA, Motion ou compagnie, dans le web ou pas, et un travail de plasticien, d'artiste, de peintre, ça n'a rien à voir. Et en même temps, je me demande, parce que forcément, cette singularité, etc., est ta patte que tu cultives quand tu es à l'école. Qu'est-ce que tu penses du fait que, tu vois, moi je me dis quelque part c'est quand même important, j'allais presque dire indispensable, mais je sais pas, important de cultiver ça parce que aujourd'hui des graphistes, il y en a de plus en plus, notamment en indépendant, et du coup c'est un facteur différenciant aussi pour toucher une autre forme de clientèle. Mais après, peut-être que la dissociation, c'est de se dire, voilà, j'ai mes projets personnels qui sont ma patte, qui sont ma création, qui sont presque un outil marketing pour attirer les gens et c'est tiens, ça c'est intéressant. Et ensuite, quand tu vends une commande ou donc le produit création, là tu adaptes plutôt à la demande. T'en penses quoi? Je pense que de toute façon, on peut pas faire le travail d'un autre. Que très naturellement, on va faire ce qu'on sait faire avec son style, son expérience, ses affinités. Certains vont aimer passer par le crayon, d'autres vont directement attaquer à la machine. Certains vont être plus à l'aise dans le vecteur, d'autres dans le pixel, certains dans le digital, d'autres dans le print. Et en fait, on le fait très naturellement. Donc, de toute façon, on ne fera jamais le travail d'un autre. On serait mauvais si on essayait de copier le voisin. Donc, par défaut, on fait son job. L'important, c'est de savoir s'en détacher suffisamment pour répondre aux clients quand on est free. Et tout simplement développer son activité comme ça. J'aime beaucoup dire, parce qu'effectivement, je partage entièrement ton point de vue. J'aime beaucoup dire que de base, en tant qu'être humain, on est déjà unique. Donc forcément, ça s'infuse dans notre travail. Et du coup, si tu arrives à créer une offre, des prestations en tant que freelance qui sont simplement la traduction de toi en tant qu'être unique dans un travail, forcément, personne ne peut faire ça mieux que toi. Personne peut être un meilleur toi que toi. Complètement, et la multiplication des outils, des possibilités, en plus, elle participe à ça. Ouais, complètement. Il y a une multiplicité des profils.
qui est phénoménal. Et moi, je trouve que cet axe-là, il nous montre que potentiellement la concurrence a aucun lieu d'exister. Parce que chacun va trouver, si tu arrives à vraiment bien faire ça, le bon client qui correspond exactement à ta manière de faire les choses et ta vision, avec qui du coup tu vas développer une relation pérenne. Parce que lui, il vient pour toi et pas pour ton voisin qui essaye de faire du toi. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, ça te parle aussi? Ouais, complètement. L'erreur, c'est de vouloir faire exactement comme les autres. C'est de s'imaginer que parce qu'un tel réussit en faisant cela, souvent on peut jalouser le succès de certains et se dire que la solution, c'est peut-être de faire la même chose. Ouais. Lui, il réussit là-dedans, il y a du business, il développe bien, donc je vais faire pareil. Et puis même si c'est pas ce pourquoi je suis le plus doué, même si c'est pas ce que j'ai dans les tripes, vu que ça marche, vu que ça fait du biz, je vais y aller et puis moi j'aurai le même succès. Ça c'est évident. Enfin, il me semble évident que ce sera voué à l'échec. Il y a très peu de chances que ça aboutisse puisque de toute façon, dès qu'on est dans l'effort, dès qu'on est dans la contrainte, on a peu de chances d'être dans la réussite. J'ai eu une discussion récemment, j'ai une de mes sœurs qui m'avait orienté là-dessus. Là, c'est plus une philosophie de vie, c'est de considérer que il faut être aussi dans une forme de fluidité, surtout dans les métiers créatifs. Si on doit être toujours dans l'effort et dans la contrainte, d'apprendre quelque chose, de se forcer à faire, on sort pas ce qu'on a de mieux. Ouais. Donc peut-être de manière un peu humble, il faut se contenter de ce qu'on sait faire le mieux et le pousser à l'extrême. Et travailler comment le vendre du coup en tant que produit plutôt que d'essayer de prendre des produits qui sont déjà vendus ou vendables et de se dire je vais faire la même chose quoi. Et d'ailleurs, juste un dernier détail là-dessus, j'ai beaucoup remarqué ça, justement dans la multiplicité des supports. Alors moi, je viens d'une époque où c'était beaucoup de print. Il y avait, c'était les débuts du digital, et évidemment, la part était très faible. Aujourd'hui, ça a évidemment explosé. Et puis, c'est ajouté à ça encore tout le travail qu'on a en motion design, le social media qui est encore plus récent. Ouais. Et je vois des profils autour de moi qui essayent de démultiplier leur savoir-faire. Ils sont des A-print, puis ils se disent que là, évidemment, la carrière, le virage du digital est essentiel, donc ils y prennent part, et ça, c'est plutôt normal. Mais en même temps, le motion se développe, donc tiens, je vais aussi apprendre le motion avec After Effects. Et puis le social media, c'est important. Tiens, je vais aussi apprendre à faire un peu de social media, et etc. Et en fait, on crée des profils qui sont complexes parce que en fait, il est compliqué, moi je trouve, d'avoir une expertise partout. Il faut distinguer la technique en plus de l'expérience, apprendre tout ce savoir-faire sans en avoir le recul. C'est compliqué. Et j'ai l'impression qu'il est plus intéressant de développer ce dont on sent qu'on est le plus performant, le plus doué, en considérant le reste. Ça veut pas dire écarter le reste. Ouais, bien sûr. Mais plutôt que de vouloir savoir tout faire, se dire moi c'est là où je me débrouille le mieux, et je vais essayer de devenir un expert là-dedans, sans avoir des œillères, mais voilà. Ce que je trouve un peu intéressant là-dedans, effectivement, c'est t'as ton point de focus, qui est ce pourquoi tu vas pouvoir attirer les gens aussi. Et je sais que toi, c'est quelque chose que tu fais derrière, c'est comment est-ce que tu peux mettre en place d'autres choses qui permettent quand cette personne, un client avec qui tu as développé une relation, tu peux lui apporter encore plus parce que forcément, il va avoir plus de besoins derrière. Ouais, alors ça, je sais que c'est quelque chose que tu fais on en parlait l'autre soir, tu t'organises pour que s'il y a d'autres besoins ou des choses soit qui ne sont pas ton expertise ou alors que tu veux tout simplement déléguer, avoir toute une équipe autour de toi, d'autres indépendants du coup dans ton cas, qui vont pouvoir t'accompagner dans cette mission, dans ce projet-là. Tu peux nous en parler un peu de... Ça, Tom, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, sur lequel j'ai vraiment envie de communiquer. J'en parle beaucoup déjà autour de moi, dans mon réseau de free, et même à titre plus personnel, dans d'autres secteurs d'activité que la créa et la communication. Et d'ailleurs, on en a parlé pendant ce séjour. Et à différents problèmes, on entendait certains parler d'expériences difficiles avec certains clients, et la solution, elle est aussi là. Moi, je suis convaincu que l'idéal dans nos métiers de freelance, et ça rebondit, c'est exactement, tu as bien fait le lien. Le lien, ça va avec le fait de se concentrer sur ce qu'on fait le mieux. Et je vais même rajouter, je l'ai oublié, pourtant c'est essentiel, souvent ce qu'on fait le mieux, c'est ce qu'on aime le mieux faire en plus. Donc se concentrer sur ce qu'on aime faire et sur ce qu'on fait le mieux, et ce qu'on ne sait pas faire, ou ce pour quoi on a assez peu de plaisir, plutôt que de se dire, ça c'est du business que je perds,
de considérer que parce que je suis freelance et que j'ai un réseau de freelance, je peux trouver des compétences pour ça. C'est de considérer que chaque aspect d'un travail, finalement, trouvera son expert, trouvera la personne idéale pour le faire. Et moi, je fonctionne comme ça. Alors, c'est peut-être parce que j'avais 10 ans de métier qu'il était plus simple d'avoir le réseau, d'avoir aussi la crédibilité. Un projet qui va nécessiter plusieurs corps de métier, c'est un projet qui est sans doute plus ambitieux. Donc, il faut déjà avoir des clients qui nous confient des projets plus ambitieux. Mais ça, on peut les amener à le faire. Complètement. On peut les rassurer, leur dire qu'on n'est pas que DA, qu'on n'est pas que CR, qu'on n'est pas que motion designer, d'avoir une approche plus globale du sujet et de considérer que, sans être structuré comme une agence, il existe tout un réseau de compétences, de professionnels qui peut suppléer à ça. Et moi, j'ai, dès le départ dans mon activité, voulu mettre ça en place, tout simplement en acceptant tous les projets, les plus ambitieux qu'ils soient, et en sous-traitant, dès le départ, les tâches, alors, dont certaines d'ailleurs j'aurais pu m'occuper. Par exemple, je fais un peu de motion, mais je sais très bien que par rapport à quelqu'un dont c'est le métier, c'est un vrai métier. Chaque métier est un métier à part entière. On peut tous être un peu motion, un peu CR, un peu ceci, un peu cela. J'aime bien l'image que... C'est des métiers à part entière. Pour tous ces métiers-là, c'est un peu comme des poupées russes. Tu vas prendre le premier niveau et tu vas dire ok, c'est bon, maintenant je maîtrise ça, et ensuite tu vas découvrir qu'il y a un autre niveau, et un autre niveau, et un autre niveau, et un autre niveau. On voyait, je discutais avec Rémi hier sur le SO et il me montrait un peu les choses, et je voyais la profondeur à laquelle il y va, parce que lui il fait ça au quotidien, tous les jours. C'est clair. Et moi je maîtrise genre les bases de chez la base, quoi, rédiger un article, penser à ok, tel mot-clé, machin, faut les placer. Mais quand tu vois le niveau de profondeur que tu as quand tu le fais vraiment tous les jours au quotidien, et ça fait que lui, c'est un expert, et il sera reconnu pour ça, et il continuera. Et moi, c'est quelque chose que je vendrai jamais. Et comme tu dis, j'ai pas vocation à le vendre. Mais par contre, quand on me le demande parce que j'aspire une demande client sur ce point-là, effectivement, c'est du business à repartager plutôt que perdre, effectivement. Oui, et le mot repartager, il est intéressant parce que on est une communauté. Exactement. Il y a le monde des entreprises, des agences, qui elles-mêmes d'ailleurs aujourd'hui se développent de manière tout à fait particulière. Avant on parlait par exemple de communication 360. On voit bien le cercle. Là, aujourd'hui on parle de communication intégrée. En fait, c'est quoi? C'est que les clients se sont rendus compte avec l'explosion des médias que certaines boîtes qui étaient identifiées comme print, d'autres comme digital, d'autres comme ceci, elles perdaient du business. Donc aujourd'hui, la plupart se vendent comme des solutions de communication intégrée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, confiez-nous toute votre communication. Et nous, on a des pôles, on a des entités qui vont considérer chaque aspect. Et on peut faire pareil en free. Complètement. On peut dire à son client, alors moi, tu me sollicites en tant que DA, mais tu as des besoins en CR, et puis tu as des besoins en digit, par exemple, ou, je sais pas, sur une 3D, pour parler de choses très techniques. Eh bien, confie-le-moi. Parce que, alors, évidemment, certains métiers sont plus simples pour coordonner. Un métier de directeur artistique, de directeur de création. Tu coordonnes la cohérence de tout le projet, quoi. Exactement. Moi, j'ai plutôt un profil comme ça, donc c'est plus simple pour moi de coordonner. Mais je pense que c'est valable dans d'autres. C'est de prendre ce projet, de faire finalement la partie qui nous incombe le plus, là où on est le meilleur, là où on prend le plus de plaisir. Et le reste, de se dire que pour que ce soit le plus optimal possible, on va le confier. On va le confier à d'autres freelances, spécialistes dans leur domaine. Et là, on peut considérer qu'on aura du coup le meilleur résultat possible. Si j'estime que je suis le meilleur DA pour le faire, que je travaille avec le meilleur motion designer si c'est un film, que je travaille avec le meilleur illustrateur 3D si c'est une 3D, avec le meilleur illustrateur s'il me fait une illustration. Finalement, j'optimise mon travail et j'ai en face de moi un client qui est forcément satisfait. Alors, évidemment, l'interrogation là-dessus, et je l'ai constaté là en parlant, c'est le business. C'est de dire, oui, mais alors si moi je dois payer quelqu'un, du coup, je perds quelque chose. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, imaginez qu'on va le faire à la place d'un vrai professionnel, déjà, ça nous prendra plus de temps. Comme on n'aime pas le truc, on va être frustré. Frustré, ça va être laborieux, ça va être compliqué. Le client sera sans doute pas complètement satisfait, ou en tout cas, il le sera moins que si c'est un vrai professionnel qui s'en occupe. Et si on voit à plus long terme, c'est sans doute un mauvais calcul. Je lisais un article pile ce matin sur ça, un article de Seth Godin sur son blog, où il disait que dans une prestation de vente, il prenait l'exemple d'un matelas, d'un sommier, et il disait, il y a deux parties. Il y a the important part,
la partie importante qui est produire et créer ce matelas. Et il y a the hard part, la partie difficile, qui est de créer une relation avec le consommateur et de closer la vente. Et il dit, quand tu regardes ce genre de choses-là, quand tu achètes on va dire un matelas sur Amazon, Amazon touche les 90% du prix que tu payes, c'est Amazon, et les 10%, c'est le producteur. Parce que la création en tant que telle du produit, c'est la partie importante pour qu'elle existe, parce que sinon, tu peux pas vendre. Mais la partie compliquée, la plus dure, et c'est là où forcément toi, tu sors gagnant dans ce système-là, c'est compliqué. Créer la relation avec les clients, créer cette confiance-là, conserver la relation et le rendre satisfait tout simplement. Et quand tu as ça, et que tu as créé cette relation avec lui, tu peux faire produire plein d'autres gens et c'est toi qui es gagnant sur le long terme. Parce que je pense que c'est vraiment ça le nerf de la guerre, comme tu dis, et ça revient à ce que tu disais aussi sur le fait de voir sa création plus comme un produit que comme une œuvre sacrée. C'est, j'ai une relation avec un client, j'ai envie de le satisfaire, j'ai envie de développer cette relation et qu'il atteigne ses objectifs avec moi. Désolé pour l'avion, pour ceux qui entendent l'avion ou l'hélicoptère, la Corse. Mais si tu développes cette relation-là, peu importe qui produit, au final, c'est toi qui es gagnant. Et c'est tout le business model des agences, au final. Exactement. C'est comme deux toiles qui se tissent en parallèle. Il y a tout le réseau des agences structuré en entreprise et il y a ce réseau de freelance. Et on peut considérer les agences, les entreprises, justement, comme un tissu, un réseau bien connecté. Et en parallèle de ça, des indépendants qui sont justement des individualités et qui perdent en efficacité parce que c'est morcelé. Si les freelances, si les indépendants se constituent en réseau, comme les entreprises, comme les agences, parlons plutôt d'agences que d'entreprises, finalement, on a une vraie réponse. On a une même capacité de réponse et de solution. Carrément. Et je pense que pour des annonceurs, pour tous les clients, c'est intéressant de considérer que un réseau de freelance peut être aussi efficace que ce que peuvent proposer aujourd'hui les agences constituées comme telles. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est un sujet qui revient régulièrement sur le podcast, c'est intéressant. J'ai un épisode avec un collectif de freelance qui s'appelle Loukoum, spécialisé dans social media, mais c'est regrouper tous les métiers du social media sous un collectif avec que des freelances de confiance qui travaillent ensemble. Le collectif, c'est vachement bien. Et j'ai un épisode aussi avec Patrick Charny qui parle de l'écosystème dont je fais partie, qui s'appelle Lab Company. Et c'est exactement ça, c'est plein d'indépendants structurés en écosystème avec plein de pôles différents pour répondre à tous les besoins de communication, marketing et design de nos clients. Et c'est exactement ce fonctionnement-là qu'on a. Il y a une vraie crédibilité aujourd'hui. Les annonceurs, les clients, on le voit, aujourd'hui font confiance. Ils font vraiment confiance et ils sont très réceptifs d'ailleurs quand on porte ce message-là, de dire, d'autant plus que tu as une autre forme de proximité en fait. Tu vois, moi je le mets beaucoup en avant, ce qui est vraiment important pour moi, c'est la relation que j'ai avec mes clients. J'ai presque envie d'être leur collègue plus que leur prestataire. Ce qui fait que quand on pitch cette manière-là de travailler, par exemple nous avec l'écosystème, on dit on veut pas travailler pour nos clients mais avec eux, tu crées une autre forme de relation où ils se disent ok, une agence c'est mon prestataire et parfois il y a toute cette opacité sur les prix, des agences qui ont développé malheureusement, pas toutes les agences bien sûr, parce que j'ai pas envie de taper sur qui que ce soit, mais certaines agences qui ont pu avoir des pratiques douteuses parfois sur les prix, qui font que y a un lien de confiance qui se perd un peu. Et du coup, je trouve que j'aime bien l'image de la tapisserie que tu utilises, fait que y a un nouveau lien de confiance qui se crée avec ces écosystèmes d'indépendants là, et du coup clairement très porteur. Je vais arriver sur le point suivant, qui, encore une fois, je vois les liens se tisser que j'avais pas forcément vus dans nos conversations au long de la semaine, mais du coup, est-ce que c'est cette manière de fonctionner-là qui te fait te poser un peu des questions sur les prochaines étapes de ta carrière dont on parlait? Oui, et j'avais même envie de dire que tout ça, je l'avais anticipé, enfin en tout cas, je l'avais intégré. Quand on se lance en free à 35 ans, surtout dans ces métiers-là, il y a beaucoup de techniques, ça change beaucoup. On réalise bien la concurrence, on réalise bien ces flopées d'étudiants qui sortent diplômés avec les dents longues pour bosser là-dedans. Évidemment, il y a de plus en plus de free. Alors, il y a de plus en plus de free, il y a également de plus en plus de boulot. Donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'il y a plus de free sur le marché, on va devoir se partager un même petit gâteau. Le gâteau grossit aussi au fur et à mesure que les freelances, que le réseau de freelance se développe. Mais en effet, quand je me suis lancé en free, j'avais la sensation qu'il était important que je vois à long terme.
et de considérer que la technique, que justement l'individualité allait avoir de toute façon... j'allais être confronté à des difficultés si, quelques années plus tard, si j'anticipais pas un petit peu sur la suite de ma carrière. Donc, le fait de... donc moi, je bosse beaucoup avec les agences, comme quoi les agences sont aussi des clients. Hein, c'est pareil. Hein, C'est pas que des compétiteurs. Ben ouais, c'est ça. Voire Ça pas peut du être, tout ça des peut être des compétiteurs, compétiteurs, parce qu'aujourd'hui, certaines agences sont pitchées en phase de collectif de free, Ouais. mais il y a aussi de plus en plus d'agences qui n'intègrent aucun créatif, qui sont des équipes de commerciaux et qui sous-traitent toute cette partie-là. Et là, un tissu de freelance trouve sa place. Ouais. Donc c'est aussi important de considérer les agences comme de vrais clients qui ont besoin aussi de tissu de freelance. Ouais. Une agence, c'est plus intéressant pour elle d'avoir un free entouré d'un réseau de professionnels. C'est plus simple à gérer que de devoir gérer plusieurs individualités et de elle-même faire la synthèse du travail de plusieurs freelances. Donc c'est aussi intéressant quand les freelances se constituent un réseau. C'est aussi une réponse pour les agences. Donc voilà, donc finalement, de considérer aussi mon travail comme ça, de me dire, je m'extrais un petit peu de ma propre production, j'essaye de récupérer des projets plus ambitieux, plus vastes, et de faire travailler un collectif, c'est aussi me projeter dans l'avenir en me disant, est-ce que quand j'aurai 45, 50 ans, j'aurai toujours envie de produire, ou est-ce que finalement, ma place, elle sera pas plus évidente en tant que coordinateur. Alors ça porte un nom, ça porte le nom de directeur de création quand on est en agence, c'est-à-dire savoir mutualiser les compétences, avoir un regard extérieur et se faire finalement aussi un peu plus le commercial, c'est-à-dire les ventes, tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que sans m'éloigner de la prod, parce qu'aujourd'hui c'est une partie importante de mon activité, c'est de me projeter à suffisamment long terme pour me dire, je vais petit à petit m'en éloigner, petit à petit trouver les talents les plus compétents pour faire tel ou tel aspect du travail, et moi trouver de plus en plus ma place en tant que coordinateur. Et cette possibilité de le faire en freelance, ça c'est génial, parce que ça n'existait pas avant. Tu le disais justement, il y a toujours eu des free. Dans les années 90, il n'y avait pas Photoshop et il y avait déjà des freelances, et c'était à l'ancienne, et d'ailleurs ils facturaient beaucoup plus. Certains le disent aujourd'hui, le monde a changé. Oui. J'ai regardé Mad Men récemment pour la première fois, et déjà dans Mad Men, c'est les années 60. Bien sûr, c'est aux États-Unis, comme on disait tout à l'heure, aux États-Unis, c'est plus répandu, mais il y avait déjà des freelances qui faisaient des allers-retours dans Madison Avenue sur dans les différentes agences. Donc c'est clair, c'est vieux comme le monde, on réinvente rien en fait. Oui, tout à fait. Après, quand même, les opportunités sont plus importantes. Ça, je suis d'accord. J'ai l'impression que, et c'est là où je voulais en venir, qu'elle est jusqu'à finalement assez récemment, tout un chacun accordait de la crédibilité à un freelance tant qu'il était un technicien. C'est-à-dire qu'un indépendant répondait à une tâche précise. J'ai pas cette compétence, je la sous-traite chez un indépendant. Aujourd'hui, avec le changement des habitudes, des structures et toutes les possibilités qu'offre Internet, évidemment, on a plus de facilité à confier à un freelance cette possibilité justement de coordonner et d'être un maillon essentiel d'un projet. Et ça, c'est très important parce que ça élargit largement le champ des possibles pour le freelance. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un simple technicien, quel que soit le domaine d'ailleurs, au lieu d'être un spécialiste, il peut être un des éléments coordinateurs, il peut être un des éléments qui sert à manager le projet. Et ça, le faire en tant que freelance, je trouve que c'est assez nouveau, en tout cas beaucoup plus simple à faire aujourd'hui. Et j'imagine que ce le sera d'autant plus dans une dizaine d'années. C'est clair, il y a un sujet qui revient régulièrement dans toute cette sphère du freelancing où on dit faut passer de généraliste à spécialiste, comme tu disais. Donc plutôt que de faire tout et essayer de tout faire, faut être spécialisé dans un domaine, puis développer son expertise là-dedans et être vraiment pointu, presque aller dans une niche, comme on peut dire dans le web marketing par exemple, have a niche. Travailler pour un segment particulier, genre l'expert SEO des pharmaciens, enfin voilà, ce niveau de détail-là. Mais effectivement, je trouve que de cette vision, ce qui manque, c'est le fait de dire, en fait, à un moment donné, peut-être que tu vas plus produire, peut-être que c'est ça ton plan de carrière de freelance. Je fais un coucou à mon pote Alexis, qui a aussi un podcast qui s'appelle La Tribu Indé, et lui, il aime bien voir son métier et parler de son métier comme celui d'un artisan. Lui, il fait de la création de contenu et de la rédaction, du copywriting.
Et du coup, lui, il voit bien, il aime bien genre la partie artisanale de ça en fait. Mais je pense que du coup, c'est une question qui se pose de plus en plus. C'est bah voilà, là j'ai une compétence à bien développer mon activité, à produire. Mais est-ce qu'un jour, je voudrais m'extraire de la production de ce que je fais ou pas? Parce qu'un artisan, au final, il va produire toujours. Oui, et après, mais la réponse, on l'a pas tout de suite. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, les réponses, elles viennent avec les années, en travaillant. En se découvrant, en ayant des nouvelles expériences. Je pense, ouais, moi, à 25 ans, mon grand plaisir, c'était de faire de la DA. Je voulais être derrière Photoshop 8 heures par jour. C'était ça mon kiff. Je supportais pas de devoir faire autre chose, quoi. Et puis finalement, de plus en plus, j'ai eu plaisir à basculer vers la conception-rédaction, à écrire, des histoires, j'avais déjà la sensation qu'il était important que mes créations aient du sens, enfin, quelque chose à raconter, qui soit pas juste une image. Mais j'avais pas forcément la nécessité de le traduire par des mots et de le vendre. Aujourd'hui, c'est l'exercice qui me plaît le plus, presque. Ouais, ça évolue. Avant même l'ADA, ce que j'aime aujourd'hui, c'est toutes ces étapes qui sont avant. C'est un autre métier, hein, c'est le métier de CR, mais finalement, les réponses, on les a pas dès le départ. C'est en travaillant d'année en année nos profils évoluent. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, tout l'intérêt je trouve, de nos métiers, c'est que on fait pas le même job toute sa vie. C'est clair. Et ce serait une erreur de se dire, parce que je fais ça aujourd'hui, je ferai la même chose 40 ans. Je pense que c'est une erreur. Ouais. Et je trouvais ça intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dès le moment où tu te lances en freelance, tu avais déjà cette vision de te dire, je sens que de plus en plus, je vais vouloir m'extraire de la production pure et dure. Comment est-ce que je prépare ça, du coup même 10 ans en avance en fait, et de conceptualiser, on en parlait tout à l'heure, concevoir ta carrière d'indépendant, un peu comme tu pourrais concevoir une carrière de salarié. Quand tu rentres en agence, tu sais que ta direction, pour la plupart, ton cap, c'est de devenir directeur de création. En indépendant, j'avais l'impression que les gens ne le font pas assez. Ils se lancent et ils font les choses au quotidien, ils exécutent les missions, etc., mais sans aucune direction, ce qui fait que je pense qu'il y a énormément de freelance qui peuvent être freelance depuis longtemps, 5, 10 ans, qui juste tournent en rond en fait parce qu'ils n'ont pas défini de cap de où j'ai envie d'aller. Et donc forcément, on va découvrir plein de choses au quotidien avec les expériences, etc., et apprendre plein de trucs. Mais je pense, pour moi, en tout cas, je suis vraiment persuadé que si on n'a pas de cap, qu'on se pose pas la question de où est-ce que j'emmène ce truc-là, bah, au final, tu tournes en rond. Ah mais genre, complètement. Et en plus, c'est rassurant. Ouais. Quand on a... Alors, il faut pas avoir... Pareil, c'est impossible d'avoir de réponse précise. La vie, elle est pleine de surprises, et bien heureusement que on est capable de prendre des virages inattendus. Néanmoins, quand on a un minimum d'objectifs, quand on sait un petit peu où on va, sans avoir d'ailleurs à le mouliner chaque jour, hein, quelque part, on prend des décisions inconscientes qui tendent vers ça. Ouais. Et c'est rassurant. Parce que quelle est une des grandes problématiques du freelance, c'est un peu le nerf de la guerre, bah, c'est les revenus. C'est est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité aujourd'hui et demain. C'est toute la différence, et d'ailleurs c'est empirique ça. Un contrat de travail, c'est un contrat qui lie une entreprise à un salarié. Et en France, encore aujourd'hui, on est protégé par cette chape qui est le CDI là, qui nous protège. Et c'est pour ça qu'on tend encore aujourd'hui à le rechercher. À le rechercher, et que ça fait encore rêver. Mais c'est ça le truc, c'est la grande différence. Et même si le freelance, c'est pas la motivation première, n'est pas l'argent, c'est le mode de vie. D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous compris aujourd'hui. On est autour de cette piscine dans cette baraque magnifique en Corse, et ça, c'est pas tant une question d'argent qu'une question de possibilité. Ouais. Donc ce mode de vie, il est essentiel. Néanmoins, l'argent, pour un freelance, c'est essentiel, puisque si on n'a pas d'activité, on n'a pas de revenus. Ouais. Et on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, donc encore. Ça c'est important de se sentir rassuré sur ses capacités à se donner un cap en fait. À produire, et avoir un cap, ça sert à ça. C'est être rassuré sur, oui, mais demain, est-ce que j'aurai encore une activité Je pense que ça nous rassure nous, mais c'est aussi un grand élément de réassurance pour nos clients et les gens avec qui on va travailler. Tu vois, je m'intéresse beaucoup aux notions de leadership et à tout ce qui va autour. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le leader, c'est quelqu'un qui revient du futur et qui emmène les gens parce qu'il sait comment ça va se passer pour les 10 prochaines années. Et si tu arrives à montrer à tes clients
Voilà comment ça va se passer. Déjà sur une mission où tu détailles tout et tu dis ça va se passer comme ça, voilà où on va aller et comment on va y répondre. Déjà ça crée beaucoup de confiance. Mais si tu es capable de dire à ton client, voilà ce que j'ai envie de construire, est-ce que tu as envie d'en faire partie? Viens avec moi. Moi, je suis complètement d'accord. Je trouve tu le fais, toi, d'ailleurs. Bah, on en a parlé, j'ai vraiment la conviction que tu le fais. Toi, tu amènes tes clients à s'interroger sur leur business. Et qu'est-ce que j'ai envie de construire pour mon activité? Bah, c'est clair que c'est central dans le métier de stratégie de marque que tu les questionnes sur t'as envie de construire quoi? Aujourd'hui, tu as tel produit, aujourd'hui, tu as tel projet. Mais j'utilise beaucoup le sujet de la raison d'être. Et effectivement, même pour nous, en tant qu'indépendants, faut clairement l'exploiter. Hein. J'ai fait l'exercice récemment avec mon groupe de soutien. On est 8 mecs, on a créé un petit groupe pour tous atteindre nos objectifs entre nous. Et on a fait l'exercice ensemble de se dire, bah, OK, dans les 5 ans, donc au bout des 5 ans, c'est quoi notre objectif prioritaire? Où est-ce qu'on a envie d'être? On se les tous partagé. Et se poser ces questions et avoir cette clarté, c'est incroyable en fait, parce que c'est un super filtre pour au quotidien te dire, OK, est-ce que ça, c'est vraiment au service de ce que j'ai envie de construire pour ma vie, pour mon activité pro. Et ce filtre-là, je le trouve vraiment puissant, effectivement très rassurant pour soi, mais aussi pour ses clients. Et les décisions qu'on peut prendre au quotidien, sans avoir à le mouliner chaque jour, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un poids, ça. Non, c'est clair. Penser tous les jours à qu'est-ce que je ferai dans 10 ans, ce serait impossible à vivre. Mais sans avoir à mouliner ça chaque jour, d'avoir cet objectif quelque part un peu nébuleux au fond de la tête, ça nous aide à faire des choix. Ouais. Et quelque part, la carrière comme ça, encore dans la fluidité justement, on poursuit sa carrière dans cette forme de presque d'évidence. Alors il y a toujours des moments de doute, hein, surtout quand on est créa, on doute beaucoup de ce qu'on fait, on a l'impression du jour au lendemain qu'on est mauvais, et puis le jour d'après c'est l'euphorie totale, et on sent le roi du monde. Ça c'est je crois propre à tous les créas. Et c'est difficile à vivre ça, cette sensation d'être du jour au lendemain comme ça, de passer d'un état de grâce à des doutes terribles. Ça c'est propre à nos métiers, et je pense que d'avoir un minimum d'objectifs ou de savoir un peu où on veut aller, ça tempère un peu. Ça tempère, et même dans les moments de flou, on se dit bon, finalement j'ai pas fait que des mauvais choix ces dernières années, j'ai orienté ma carrière comme je le souhaitais, et malgré tout je suis le chemin de la rivière et je me prends pas trop de rochers. Et voilà, et comme juste pour rebondir sur le fait d'influencer ses clients, moi j'ai la conviction que justement quand on a cet objectif, on propose de nouvelles choses. Et vu qu'il y a encore tout à faire, parce qu'en effet le freelance et tous ces métiers sont en pleine mutation, il y a les clients, nos clients, qu'ils soient d'ailleurs des entreprises ou des agences, on peut les amener à changer, on peut les amener aussi à évoluer dans leur relation, et tout simplement en tant qu'indépendant leur offrir des solutions qu'ils n'avaient même pas eux envisagées. Complètement. Et pour boucler sur ce dont on parlait précédemment, par exemple de faire travailler un réseau de freelance, moi j'ai observé chez beaucoup d'agences que c'était pas forcément un réflexe. Ils y avaient même pas pensé. Elles me consultaient sur un travail précis. Et c'est moi qui leur ai proposé finalement d'en prendre plus, de faire travailler mon réseau, et naturellement ça s'est fait, et ça continue, et c'est une collaboration, un type de collaboration qui fonctionne, et j'ai la conviction que j'ai participé en tout cas à les amener à ça. Aujourd'hui peut-être qu'ils le font avec d'autres également, mais que c'était un réflexe qui n'était pas évident, et aujourd'hui c'est complètement intégré. Ces agences-là intègrent complètement la possibilité de confier un indépendant une part non négligeable d'un projet, et que lui-même s'occupe de trouver toutes les compétences et de gérer ça, pour le développer, du print digital, de l'exécution à la 3D. Voilà, donc on peut nous aussi amener ces clients à évoluer complètement à travers justement les objectifs qu'on se donne. Le temps tourne, j'ai une dernière chose dont j'ai envie de parler avec toi justement qui fait lien avec ça. L'autre soir, tu disais que dans cette volonté-là et ce cap que tu as donné à ta carrière de t'extraire un peu plus de la production, commencer à être plus dans ce rôle de coordinateur dont tu parles là, tu parlais de potentiellement changer de forme, aller plus vers une forme de... pas un business qui est autour de Alex Montbrun, mais qui est plutôt une forme d'agence ou quelque chose que tu pourrais monétiser derrière aussi.
Est-ce que ça, du coup, c'est un cap que tu avais déjà quand tu t'es lancé en freelance en te disant, voilà, la direction que je prends, c'est celle-là, et ça pourrait prendre cette forme dans le futur? T'en es où sur ça? Ou c'est une question aujourd'hui? Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand je me suis lancé en free, je soupçonnais pas que ça allait devenir une telle évidence, que le mode de vie freelance, le statut de freelance allait se développer autant. J'avais pas vu ça. Ouais. Et du coup, j'avais évidemment en tête à l'époque, et même d'ailleurs au début de ma carrière, pour moi, le schéma le plus évident était de créer une entreprise. C'était je suis salarié, et puis dans 20 ans... J'aurai ma boîte. Voilà, j'aurai ma boîte. C'est-à-dire, je change de côté. Ouais. Je suis salarié d'un patron, et puis dans 20 ans, je suis le patron de mes salariés. Parce que finalement, l'ensemble des possibilités qu'offrait le freelance n'était pas encore assez développé. Aujourd'hui, il y a encore un peu de ça. C'est pas quelque chose que j'exclus, de monter une structure plus classique du coup. Ouais. Néanmoins, je m'interroge de plus en plus sur la possibilité de faire exactement la même chose sans ce statut-là, justement. Pourquoi? Même pas pour des questions de contraintes administratives, financières, de statut, de tout ça, de charges. Est-ce que je paierais plus de charges hautes? On peut se poser ces questions. Moi, je me les pose. Pour le coup, je connais bien tout ça. Mais c'est même pas ça. C'est tout simplement quelle relation je veux avoir avec mes collaborateurs. Ouais. Est-ce que je veux avoir une relation de subordination? C'est-à-dire, est-ce que demain, je veux accepter d'être le boss et d'avoir des salariés? Et il y a même, aussi sympathique soit-il, un boss reste un boss. Et quand on est chef de son entreprise, on peut pas s'empêcher d'avoir cette relation de subordination. Ouais. Et quelque part, ça vient fausser les relations. Il y a toujours une ambiguïté qui s'installe. Ouais. À partir du moment où on est dans une collaboration qui n'est pas liée par ce type de contrat, c'est très différent. Et par les possibilités qu'offre le freelance et de la manière dont tous ces métiers se développent dans ce statut, je me dis, est-ce que je ne peux pas faire la même chose qu'une agence, qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, sans être structuré comme ça. Et du coup, j'évite les contraintes de la subordination. Ouais. Et finalement, c'est développer à l'extrême ce dont je parlais précédemment. C'est être un coordinateur et m'extraire complètement, pour le coup, de la prod. Évidemment, il y a la valorisation qui crée la différence. Tant que je suis dans ce modèle-là, je suis au cœur d'un dispositif où, si je ne suis plus là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. L'intérêt de monter une entreprise, une agence, c'est évidemment de trouver toutes les compétences pour faire ce travail-là, valoriser une structure. Et plus on arrive à s'extraire de la valorisation d'une structure, plus, là je parle de très pragmatique, de finance, plus donc on s'extrait de la valorisation d'une entreprise, plus finalement elle aura de la valeur à la vente. Ouais. C'est comme si vous vendiez une activité de poterie, où vous êtes vous-même le potier. Ouais. Si vous la vendez et que vous dites non mais moi par contre j'arrête, après j'en fais plus, l'entreprise ne vaut presque plus rien. C'est pas les quelques sacs de terre et les murs qui ont de la valeur, c'est évidemment le savoir-faire d'artisan. Si vous êtes ce potier mais que vous avez trouvé 3 personnes pour faire exactement votre travail, que vous êtes la personne qui les a formés et que vous vendez votre entreprise, là, elle a de la valeur. Donc, c'est toute la différence. Et là, on parle d'argent. C'est comment je veux valoriser ça et comment je veux pouvoir, moi, tirer des bénéfices de ça. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de se demander, est-ce que c'est possible, sans être dans la structure entreprise, agence, mais tout en gardant le même fonctionnement, de créer cette forme de valorisation? C'est une vraie question. J'ai pas encore la réponse. Et justement, je suis en train de voir si ça, c'est possible. Affaire à suivre. De créer de la valeur sans ça. Intéressant. On va arriver sur les dernières questions rituelles du podcast, du coup. Ouais. La première, qui est une forme d'histoire, encore une fois, c'est les courgettes. J'adore. À la plancha. Un peu de... Non, c'était pas cette question-là. Non. Mais cool de le savoir. On en fait tout à l'heure, d'ailleurs. C'est quoi ta plus grande galère dans ta vie de freelance, donc dans les 6 dernières années de ton activité de freelance, ta plus grosse galère? Alors là, je vais nuancer. Je n'ai pas vraiment eu d'énormes galères. Je pense que c'est lié justement à 10 ans de salariat avant, où on prend beaucoup de recul. Pour le coup, j'ai vachement plus morflé quand j'ai été salarié, parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes avec la hiérarchie. Et puis la structure d'agence, les horaires à rallonge, ça m'a vite saoulé. Donc j'ai eu l'impression de beaucoup plus souffrir en agence. Donc quand je suis arrivé free, et depuis ces quelques années que je suis freelance, globalement, c'est quand même plutôt cool, beaucoup mieux. Donc j'ai pas vraiment une grosse galère. Par contre, j'ai eu des galères, je vais en citer 2, qui sont d'ailleurs des cas d'école. Donc c'est pour ça que je vais en parler, c'est intéressant. Premier cas, on le craint tous, c'est le client qui paye pas. On se demande est-ce que ça va m'arriver, est-ce que ça va pas m'arriver.
Alors, des fois, ça arrive sur des petites sommes. Moi, ça m'est arrivé sur plusieurs milliers d'euros. Bon, voilà, ça m'est arrivé une fois. Une boîte qui tombe en redressement, liquidation, et je suis pas payé. Ça, c'est terrible parce qu'on se dit, j'ai fait le job, Ouais. et au final, j'ai l'impression de me faire flouer par une boîte qui me l'a fait à l'envers. Ça, c'est les risques du métier de free. Ça, c'est certain que quand on est salarié, Ça n'arrive, ça bon, n'arrive peut pas. arriver, On peut se faire virer, mais dans ce cas-là, on a des Ouais. protections. Mais quand on est free, c'est tout à fait différent. Quand un client ne paye pas, il n'y a personne pour vous payer à sa place. Donc ça, c'est la première galère. Alors, j'ai envie de dire, faut juste être vigilant sur les clients avec lesquels on bosse. Si, peut-être un détail que m'a précisé mon comptable, moi j'ai tendance à laisser traîner, à attendre des fois 6 mois avant de me faire payer. J'ai la chance d'avoir une activité qui marche bien, d'avoir de la trésorerie, donc je me pose pas la question. C'est comme ça que je me suis fait avoir, en fait. Ouais. Et les mois sont passés, j'ai pas fait gaffe, et puis un jour la lettre est tombée et j'ai compris que j'allais jamais être payé. Voilà. Premier cas d'école, quand on n'est pas payé, comment on fait? Bon, bah, peut-être anticiper. Le deuxième cas, pareil, aussi un cas d'école quand on est free, c'est le creux, le trou. J'ai eu la chance de bien travailler dès le départ, et j'ai connu ce trou noir. Tout d'un coup. Ouais, c'était l'année dernière, alors que j'avais une activité constante, quotidienne. D'un seul coup, plus rien pendant 3 mois. C'était absolument inexplicable. J'avais par le passé d'énormes clients qui du jour au lendemain disparaissaient, mais en fait, naturellement, d'autres prenaient la place. Et ce qu'on peut craindre quand on perd un gros client, on dit ouais, mais si je le perds, celui-là c'est foutu. Pas forcément. En fait, j'avais fait le constat que quand un énorme client se barre, un autre qui était un plus petit, du coup, va trouver plus de place. Ouais. Comme un poisson rouge. On dit que le poisson rouge adapte sa taille au bocal. Bon, bah là, on en enlève un, et hop, l'autre va grossir d'un coup. Ah, c'est bien de un voir ça. espèce de vase communicant comme ça. Donc, sachant qu'on a un temps limité en plus, donc forcément, on est peut-être moins impliqué, et quand on se réimplique exactement, plus, tout à fait. il y a plus de potentiel qui arrive. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas être trop, justement, apeuré de ça. Un gros client, tant qu'on est attentif, alors évidemment, il ne faut pas en avoir qu'un, mais un grand client qui se barre, c'est laisser la possibilité aux autres de prendre plus de place. Ça, c'est intéressant, surtout quand le gros client n'est pas forcément celui qu'on préfère. Ouais. On se dit, tiens, est-ce que c'est pas bon? Non, là, au-delà de ça, c'est j'ai pas encore la réponse. Pourtant, je fais de la veille, pourtant, je suis attentif, mais j'ai connu ce trou de 3 mois sans rien du tout. Donc, pas 1 euro qui tombe en 3 mois. Alors, j'avais eu la chance de faire une très belle année avant. Peut-être que c'était quelque part un peu inconscient. Peut-être qu'on lève le pied. Peut-être que quand on fait une belle année, qu'on arrive au mois d'août, on se dit, bon, bah, finalement, j'ai déjà fait mon chiffre. Et si je prenais un peu de vacances, c'est que, inconsciemment, on se met dans un état d'esprit où on n'a pas envie de travailler. Moi, je pense. On attire moins, quoi. Sans doute. C'est la seule réponse que je peux apporter à ce creux, qui m'a du coup évidemment plutôt angoissé, alors que j'avais les finances, la trésorerie, hein. Mais je me suis dit, ouais, mais forcément, quand tu vois tout d'un coup pendant 3 mois rien, c'est ça. Est-ce que c'est fini pour de bon? Est-ce que ça va continuer comme ça? Quand est-ce que ça reprend bon plus sang? jamais avoir de contrat? Non, mais c'est fou parce que la question, on en vient à se la poser. Est-ce que plus jamais? C'est irrationnel de se la poser. Surtout si ça fait 5 ans que tu travailles et que tout d'un coup, bon, 3 mois sans rien. Si ton cerveau était vraiment à 100% rationnel, tu te dirais, bah non, statistiquement, c'est pas possible, mais ça arrive quand même. Tout à fait. Donc, évidemment, le boulot est revenu. Il est revenu en masse, en plus. Donc, voilà, je parlais de ça parce que c'est des moments qui étaient difficiles. Ouais. On se dit, et là, on se pose beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Jusqu'à, alors, ça, c'est, pour moi, j'en parle souvent comme le bout du chemin. C'est quand on est au bout, ça va paraître, ça va faire rire certains, mais c'est, et si je redevenais salarié? Le truc horrible. Ah ouais, moi, c'est vraiment la fin de la là, quand on se pose cette question, là, c'est qu'on est au bout, hein. C'est que, y a plus rien dans le frigo. On a déjà. Et du coup, basé sur ces galères et toute la discussion qu'on a eue avant, si tu avais en face de toi, ton Alex plus jeune qui devient freelance, qui se lève son premier jour, se met face à son ordi ou sa tablette, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais avec ces 6 années d'expérience, du coup, qui arrivent derrière? Le conseil, la première chose, c'est je lui ai dit, tu fais le bon choix. Je l'ai pas dit, je te dis juste, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de mettre en free. De toute ma carrière, et j'ai même envie d'être plus large, de toute ma vie. Parce que ça a influencé tout le reste. Si je me suis mis à tant voyager, c'est parce que je suis devenu free. Si je pense, si j'ai pu pérenniser mon activité, continuer à avoir du plaisir, c'est parce que je suis devenu free. Si j'ai des capacités financières qui sont celles que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je suis devenu free.
Quand on est salarié, on peut pas, Ouais. sauf quelques rares postes, mais avoir comme ça une réussite. Le mode de vie que tu as aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Je me féliciterai d'avoir fait ce choix-là parce que c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. Bravo, Alex. Et merci. Et je suis ravi de retrouver une communauté là comme aujourd'hui. Tu vois, cette rencontre avec toi et avec tous. Mais c'est un tel plaisir. Ouais. Et je suis le vois, d'accord. tu le mets en réponse. Dis quelle chance de faire ça. Mais oui. On insiste tous là-dessus, hein, mais quelle chance. Le conseil, d'être attentif vraiment d'être attentif au talent des autres, de considérer encore plus le réseau et de fuir l'individualisme. Le free, c'est absolument pas un métier solitaire. Et ça, c'est absolument antinomique. Freelance, c'est donc le parallèle, enfin c'est ce qu'on donne comme nom comme indépendant, en fait, finalement. Le freelance est un indépendant. Indépendant, faut pas du tout s'imaginer que c'est solitaire. C'est solitaire. C'est tout le contraire. Et c'est peut-être la chose que je me dirais. Je fais attention. Être freelance, c'est pas être solitaire. C'est pas soit vigilant sans cesse à ne pas t'isoler, à rester en contact avec une communauté de free, à trouver des ateliers de coworking pour pas travailler seul chez toi, à développer ce réseau parce que c'est une des grosses erreurs qu'on pourrait faire en se lançant en free, c'est de s'isoler. Parce que c'est l'isolement qui, de toute façon, tuera l'activité et le plaisir, et même plus globalement, d'ailleurs, le statut. On perd tous les avantages du freelance quand on ne comprend pas que le freelance, c'est avant tout, justement, cette liberté d'aller vers tous les autres. Ouais. Entièrement aligné avec ça. Et du coup, pour clore, c'est quoi la question que tu as envie de poser à tous les gens qui nous écoutent depuis 1 heure pour que cette semaine, ils réfléchissent à leur activité de freelance? Je crois que c'est de les interpeller sur leur mode de vie, leur choix de vie. On l'a beaucoup dit, tu en parles beaucoup. Tous les freelances en font le relais. Être free, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est une philosophie de vie. Enfin, c'est bien au-delà d'un choix professionnel. Moi, j'ai la conviction en ayant fait ce choix à 35 ans, que ça a changé tout. Donc, j'ai envie d'interpeller les futurs free là-dessus, même ceux qui sont freelance depuis longtemps, mais qui sont n'ont pas freelance, intégré c'est de se encore. poser la question, c'est quel mode de vie j'ai choisi, quel mode de vie je veux, quelle est ma philosophie de vie. Je prendrai l'exemple, et là peut-être que ça va interpeller certains, notamment peut-être si des gens que je connais écoutent ce podcast et qui sont dans ce cas-là, mais je pense à tous ces indépendants freelance qui ne travaillent que pour un client sur site. Ouais. Moi, j'ai envie de les interpeller. J'ai dit, mais... Est-ce que c'est le mode de vie que tu veux avoir? Ouais. C'est quoi? C'est parce que ça gagne plus, mais en fait, finalement, quand on voit les charges, tout ça, on se rend compte que c'est pas ça. C'est d'interpeller tout ça, c'est de bien considérer que... Et ça rejoint ce que je disais avant. Être freelance, c'est beaucoup d'opportunités. Ça change beaucoup de choses et il faut bien en saisir tous les contours pour l'apprécier pleinement. Et au-delà de ce que ça peut me rapporter en argent, au-delà de ce que ça peut me rapporter en temps libre, c'est bien au-delà de ça, parce que il est facile de mettre de côté ces questions quand on a 25 ans. Quand on en a 40 et qu'on a 15 ans de freelance, je t'assure que c'est plus compliqué. Ouais. Parce qu'on a la crainte viscérale, et ça, c'est les questions qui arrivent avec la parentalité, la retraite, qui du coup mettent à défaut le statut. Parce qu'on se dit, oui, mais moi, il faut bien que je paye ma maison, il faut bien que je nourrisse mon gosse. Ça, c'est tout à fait possible quand on est free. Si on a compris que... Du coup, c'est de toute urgence pour tous ceux qui nous écoutent. Posez-vous la question dès maintenant, quand vous coupez cet épisode. Quel est le mode de vie que vous voulez avoir? Et comment est-ce que vous pouvez le nourrir grâce à votre activité de freelance? Tout à fait, ouais. Et ne pas en avoir peur et l'accepter pleinement avec ce que ça a ce que ça peut avoir de difficile, mais aussi tout ce qui est beau derrière. Tous les plaisirs, toutes les possibilités qu'on peut en retirer. Merci beaucoup pour cet échange, Alex. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent venir interagir avec toi, te retrouver, discuter avec toi? Alors là, tu vois, j'ai une réponse qui est, mais je te remercie, c'est que moi, c'est à travers, tu vois, les rencontres que j'ai fait sur ce séjour, que je réalise l'importance de partager, de communiquer. Peut-être que d'ailleurs, je constate qu'à 40 ans et qu'on expérience,
j'ai peut-être ma place. Tu sais, je m'en étais extrait de ça. Moi, je suis pas d'une génération où il était évident de parler de ce qu'on faisait avec un peu d'humilité. Je me suis dit, bon, mon expérience, je la garde pour moi, ça intéresse qui? Et en fait, en parlant, je voyais que j'avais des gens attentifs. Ouais. Et je me dis, tiens, peut-être que... Et là, c'est une révélation pour moi. Tu vois, tes podcasts, je vois que plusieurs personnes ici sont dans cette expression publique. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc moi, j'ai rien aujourd'hui pour ça. Mais je vais y réfléchir parce que je trouve que c'est... Donc en attendant, je trouve que c'est très enrichissant. LinkedIn pour voir. Voilà, de manière un peu classique, LinkedIn, Insta et tout ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup et Merci, à bientôt sur le podcast pour ceux qui nous écoutent. Ouais, carrément. Si tu as envie d'aller plus loin et de construire une activité d'indépendant, une activité de freelance qui est vraiment sur mesure pour toi, où tu grandis et tu te dépasses tous les jours, j'écris une newsletter que j'envoie tous les jeudis matins où je te mets du contenu, mes conseils, mes réflexions du moment pour vraiment t'aider à passer un cap et passer au prochain niveau. Tu peux t'inscrire sur le lien qui est juste ici. Rejoins-nous, on est une famille, une communauté d'indépendants et on avance ensemble, on grandit ensemble. Tu reçois ça une fois par semaine, tous les jeudis dans ta boîte mail et je t'assure que les prochaines semaines, elles vont vraiment être dingues. Donc, loupe pas ça, inscris-toi juste ici et on se retrouve de l'autre côté. Ciao!